Alors, merci à tous d'être venus ce soir. Merci évidemment surtout à Alain Géchic et à son invité, le candide bien informé de service, Bruno Drewski, bien connu de nos services, ainsi que les autres personnes qui sont là, dont certaines interviendront peut-être au fil du débat. Quoi qu'il en soit, foin de longues présentations, Alain, je te passe tout de suite la parole pour nous expliquer Goli Otok. Oui, rude tâche. Bon, je commencerai déjà par dire mon étonnement d'être là pour témoigner d'un événement auquel finalement j'ai assisté, qui m'a marqué. Alors si je suis là, d'une certaine façon, de manière un peu miraculeuse, je le dois à Marie, en grande partie, qui m'a recueilli à un moment où j'étais en grande difficulté. Voilà, donc c'est peut-être à toi, Pulcinella, que je adresse mes premiers remerciements. Puis je voudrais dire ma gratitude à Dragosław Mihailović pour l'autorisation qu'il m'a donnée de publier le texte de Kalafatic, qui figure comme disons, la partie centrale de l'ouvrage consacré à Goli Otok. Ma reconnaissance va bien évidemment au grand écrivain qu'il est, mais surtout à l'homme courageux dont le courage s'est manifesté tout au long de sa vie par une activité éditoriale conséquente consacrée à Goli Otok. Et donc, par la même occasion, j'adresse mon soutien à tous ceux qui contribuent à percer l'épais mur de silence qui entoure cet épisode dramatique de l'histoire yougoslave. Histoire qui finalement ne concerne pas que la Yougoslavie, mais regarde le mouvement communiste international. Alors ma reconnaissance va aussi à toi, Dominique, gérant de la librairie Tropique, 6 au 63 rue Raymond Losserand, Paris 14e. Je couperai. Animateur du débat marxiste sur la toile, mais aussi dans le quartier Plaisance, où s'accomplit l'unité de lieu avec l'histoire que j'évoquais par la suite, puisque rassemblés dans cette cour du 14e arrondissement, nous sommes pas loin du siège du Parti communiste yougoslave, situé rue de la Sablière. Ah oui, en effet, c'est pas loin. C'est là, en effet, que sont fabriqués des faux passeports pour les combattants yougoslaves en partance pour l'Espagne. Oui, enfin, était. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Il y a 90 ans. Comme ça va passer sur Internet, il faut faire attention. Il y a parfois des simplés qui s'imaginent que c'est encore le cas. Y compris d'ailleurs peut-être à la DGSI, je ne sais pas. Merci. Merci pour cette... Qui se renseigne sur la guerre d'Espagne actuelle. Enfin bon. C'est une précision utile. Non, mais alors bien sûr, ils ont continué à fabriquer les faux documents par la suite, une fois la guerre terminée. Aussi, il faut rappeler que le maréchal Tito lui-même a séjourné assez longuement rue de la Sablière. Donc nous sommes... Donc je crois qu'il faut retenir cette remarquable unité de lieu. Maintenant, à quelle époque ça va intéresser les gens du quartier? 37, 38, je ne pourrais pas donner, mais je peux avoir des renseignements. Non, mais voilà. Alors, puisque nous sommes dans les Balkans, il faudra aussi, pointer sur l'unité de temps qui marque ces événements. Puisque le même 28 juin, quand est le point initial de la dispute entre soviétiques et yougoslaves en quelle année? 1948, j'allais le dire, correspond au 28 juin 1940, quand Gavrilo Princip a levé sa main. 14, pardon. Oui. Quand Gavrilo Princip, public attentif. Quand Gavrilo Princip a porté la main,
apporté un sur l'archiduc François Ferdinand déclenchant la Première Guerre. Donc le même 28 juin, disons, il y a un événement qui a lieu à Sarajevo, qui débouche sur la Première Guerre. Et qui n'a rien à voir avec la conjonction astrale. Voilà. Oui, mais néanmoins, je crois que cette unité de lieu et cette unité de temps marquent, si tu veux, le caractère balkanique de cette histoire. Voilà. La bataille de Kosovo, c'est 28 juin. Voilà, aussi, exactement. Ça, exactement. Donc on est, voilà. Alors, ensuite, je voudrais dire quelques mots sur les dédicataires. En effet, avant de rentrer dans la matière dans nos exposés, je sais dire quelques mots sur les dédicataires de l'ouvrage que j'ai le privilège de vous présenter ici. Ce sont des hommes d'un autre temps, d'un temps passé, appartenant à un monde qui n'existe plus. Et pourtant, il me semble important d'évoquer leurs souvenirs, de dire leurs noms. Les actes dont ils se sont rendus responsables demeurent par le sens qu'ils leur avaient donné, donc par la manière dont ils les ont réalisés. Du coup, c'est du moins ce que je pense, nous concerne. C'étaient des révolutionnaires. Ils portaient des noms d'emprunt, des surnoms habitués qu'ils étaient à la clandestinité. Et comme le dit Milan Kalafatic dans son récit, partie centrale de l'ouvrage que je vous présente, ils étaient prêts à mettre leur vie en danger pour la cause révolutionnaire. En authentiques communistes, marxistes et surtout léninistes, ils étaient internationalistes. Ils passaient d'un pays à l'autre, de Yougoslavie en Italie, de France en Espagne, d'Allemagne en Autriche, agitateurs politiques, organisateurs de manifestations, rédacteurs de tracts, concepteurs de mots d'ordre, agitateurs politiques, et pour 2 d'entre eux, des faux monnayeurs, puisqu'ils fabriquaient des faux passeports pour les volontaires yougoslaves des brigades internationales. Et finalement, quand il a fallu, ils ont pris les armes et ont combattu. En France, dans le maquis de FTP de Corrèze, en Afrique du Nord, au sein de l'armée française, dans la clandestinité dans la région parisienne avec les FTP. Puis, la guerre terminée, lorsque le devoir révolutionnaire les a appelés à contribuer à la construction du socialisme, ils sont partis au pays. Artistes, peintres, médecins et ingénieurs. C'est là que Goli Otok a mis fin à leur parcours de combattants au service de la cause communiste, à laquelle, pourtant, ils n'ont jamais renoncé. C'est donc ému que je nomme Dida de Maio, Jova Jovanović et Danilo Ježić. À présent, je vais passer à mon exposé où je vais tenter donc de présenter le livre, plutôt la matière sur laquelle se fonde le livre, autour de laquelle le livre est construit. En fait, l'intention qui sous-tend mon exposé est de tenter de comprendre la catastrophe yougoslave, sa disparition au début des années 90. De cette façon, je dirais, c'est mon hypothèse. Goli Otok est le moment initial du démembrement du pays. Donc Goli Otok, c'est quoi? Goli Otok, c'est une réalité, si tu veux, douloureuse pour tous les Yougoslaves. Mais une réalité, et Lisa Yapel est là, hein, et elle peut en témoigner. Son oncle a été à Goli Otok, et ça a marqué son existence. Voilà. Et il en va de même pour une grande majorité de Yougoslaves. Le Goli Otok, c'est le moment de terreur, hein, comment dire, le moment de terreur qui a marqué tout un chacun en Yougoslavie jusqu'au bout, jusqu'à sa disparition. Peut-être y compris maintenant, ça continue. Voilà. C'est ça, Goli Otok. Alors, voilà. Ça, c'est les effets. Mais ça, c'est les effets. Alors, Goli Otok, dans sa réalité matérielle, hein, est un mystère, lui aussi. Parce que, pourquoi? Parce que quand on considère les dates de sa mise en œuvre, sa mise en œuvre, c'est-à-dire quand les premiers prisonniers, les premiers internés arrivent, le 10 juillet 1949, ces malheureux ont devant eux
Enfin, Kalafatic arrive un peu plus tard. Qui sont-ils? Attends, on va en parler. Ces malheureux ont devant eux un camp gigantesque. 40 bâtiments. Un hôtel pour les inspecteurs. Un débarcadère. Une route, 1 kilomètre. Ça, c'est en 49. Juillet 49. La question se pose, dès lors, quand le camp a-t-il été construit? Combien de temps? Parce que, d'après Gilas, on pourrait croire que le camp a été décidé à l'automne 48. C'est ce qu'il dit dans un de ses bouquins. Cela semble vraiment impossible, si tu veux. En 6 mois, construire une telle complexe pénitentiaire, c'est impossible. Qui est un îlot dans le nord de l'Adriatique, je ne sais pas combien de kilomètres carrés, très petit, d'ailleurs il figure à peine sur les cartes, complètement désert, où est construit effectivement, on ne sait pas quand, ni dans quelles conditions, un camp de concentration, où sont internés, on ne sait pas exactement le nombre de prisonniers politiques. La plupart du temps, des communistes qui ont participé à la... Alors tous, pratiquement tous qui ont participé à la guerre de libération, qui sont détenteurs de toutes les décorations possibles, y compris héros national, qui ont participé beaucoup d'entre eux aux brigades internationales, un certain nombre d'entre eux à la révolution d'octobre. Donc je dirais... la fine fleur du communisme yougoslave. Voilà, donc... ils sont mis en tôle par qui? Alors, les choses... ils sont mis en tôle ils sont mis en tôle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux, ils sont mis en tôle, ils sont internés par l'État que dirige Tito. Et l'agent de cette répression, c'est l'UDB, c'est Uprava Državne bezbednosti, c'est la direction de la sécurité étatique. Et alors j'allais le décrire, parce que l'UDB c'est quelque chose d'assez intéressant. Elle est issue de l'armée de libération. C'est une armée. C'est une armée qui continue à être organisée militairement. C'est une armée, en fait, intérieure. La Yougoslavie, c'est ça qui est extraordinaire, la Yougoslavie est peut-être le seul pays en Europe ou au monde qui, dans tout le cours de son existence, avait une armée intérieure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette réalité. C'est quand même assez... ça mérite d'être souligné. Donc, c'est cette armée intérieure qui, disons, dirigée de très près par Tito. Et alors là, il y a des détails assez croustillants concernant le général commandant Jovo Kapičić. Mais bon, je ne vais pas les détailler. Il est très lié, très intimement lié à Tito. Et Tito est directement, en relation avec les instances opérationnelles de l'UDBA. Il reçoit des comptes rendus journaliers des arrestations, de l'état des gens qui ont été fusillés, enfin tous les jours, pendant un certain temps. Donc voilà, c'est la réalité de Goli Otok, c'est ça, si tu veux. Mais le sens politique de cet événement, eh ben, on le trouve dans le fait que les arrestations concernent, disons, l'aile internationaliste du Parti communiste. Tous les cadres qui sortent de la résistance, de toutes les guerres. Kalafatic, à cet égard, il est exemplaire, puisqu'il a été en Espagne, il fait la guerre en France, il a fait la guerre en Yougoslavie. Voilà. Donc, tous ces gens-là sont déportés à Goli Otok. Au même moment,
alors qu'on nettoie le Parti communiste, enfin qu'on nettoie, donc carrément On le purge. Hein, au même moment, il y a des adhésions de masse de jeunes qui sont effectuées, de sorte que le parti, dans sa composition, se renouvelle complètement. Et un nouveau parti naît en 1948. Et chose extraordinaire, c'est que ce nouveau parti naît sans que devant les nouveaux membres soit mis en lumière le différent avec le soi-disant différent. Parce que quand on considère les thèmes sur lesquels la soi-disant différence pourrait être expliquée, il n'y a rien. La multiplicité des voies vers le socialisme, c'est une idée banale. Tout le monde l'a. Il n'y a rien de... Alors les Yougoslaves vont en faire leur étendard, mais enfin, on se demande pourquoi. Donc, ce qu'il y a, c'est que pendant toute une période qui va de juin 48, quand la rupture est consommée, jusqu'à la mise en œuvre Alors, la rupture, 48. c'est entre qui et qui? La rupture... Alors, répondez. Alors, si tu veux, la rupture... Alors, justement, la rupture est une affaire assez compliquée, parce que, en fait, est-ce que c'est entre le Parti communiste yougoslave et le Parti communiste de l'URSS, ou est-ce que c'est entre l'État soviétique et la Yougoslavie? C'est deux choses différentes. Alors, au bout du compte, ce qui en ressortira de tout ça, c'est le différent idéologique. Tout le monde retraîna que la Yougoslavie, c'est un socialisme démocratique, patati, patata. C'est ça l'idée qui ressortira de tout ça. Pendant le débat, qui finalement débouche sur la rupture des relations diplomatiques quand même, des ambassadeurs... Entre l'URSS et la Yougoslavie. Voilà, il n'y a plus de relations. C'est ça la rupture. Cette rupture, c'est au moins déjà une rupture entre l'Union soviétique et la Yougoslavie. Voilà. Avec des conséquences en Yougoslavie. Alors, les choses sont très subtiles et compliquées. Parce que, au départ, effectivement, et Tito si tu veux, ce qui est extraordinaire, c'est, quand on considère tout ça, c'est le rôle central tenu par Tito. Il est toujours à l'initiative. C'est lui, et il décide toujours tout seul. Goliotok, Gilas dit, c'est Tito, lui, est tout seul. Il ne va pas à la réunion du Comiform. Tito, lui, est tout seul, décide. Enfin, à chaque instant, il y a Tito qui décide. Or, dans cette confrontation entre qui a une longue histoire. C'est pour ça que je voulais lire mon truc. Non mais attends, résumons. C'est le moment d'une rupture. Une rupture. Attends. Une rupture intérieure, politique, Dominique, à l'intérieur de la Yougoslavie. Une rupture entre qui et qui? Non mais attends, on n'est pas à Marie-Claire ou Paris Match. Non, on est chez Staline, je t'ai dit ici. Non mais on n'est pas là pour rigoler. Non mais la rupture. Donc, les faits têtus, c'est ça qu'on te demande. Non mais attends. Puisque c'est des faits qui sont méconnus de la plupart des gens. Non mais attends. C'est ça qui les intéresse de savoir. Attends, la rupture c'est Tito Staline. Là c'est une connerie. Voilà. Les criminologues ont essayé de déporter le débat là-dessus. C'est-à-dire attribuer Staline apparaît comme un sorcier, enfin comme si tu veux, un personnage odieux. Donc Goli Otok, c'est donc le nom de cet archipel, enfin de cette île, oui. où, à l'époque que tu viens de rappeler, ont été internés pendant une période que tu vas nous préciser, dans des conditions que tu vas nous préciser, un certain nombre de personnes dont on a déjà maintenant, on commence à avoir une idée, et qui est justement le tri qui va être fait, de cette espèce de purge à l'intérieur de l'appareil politique communiste yougoslave de l'époque, à l'initiative principalement de Tito. Maintenant, on en revient au fait têtu, c'est-à-dire ça va nous donner Goliotok, donc ces gens qui débarquent sur cette île où des installations impressionnantes ont été déjà mises en place et où ils vont être hébergés, comment, dans quelles conditions, pendant combien de temps? Si tu veux, Goliotok,
Goli Otok n'est pas simplement une île avec un camp. C'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est un camp qui n'a pas de précédent de choses comparées, qu'on puisse comparer dans l'histoire yougoslave ni dans l'histoire mondiale. C'est quelque chose de tout à fait spécifique. Hein. Ça, c'est une chose. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons, si tu veux. Pour tout un tas de raisons. J'en ai énuméré quelques-unes. Par la qualité des gens qui sont internés. Par le système d'oppression qui est mis en place. Par cette armée intérieure. Je ne sais pas si vous avez retenu ce fait. Il est essentiel. Un pays d'Europe avec une armée intérieure. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Bon. Ça me semble très important. Ensuite, je veux dire, pourquoi c'est si important, une armée si tu veux, parce que c'est des méthodes militaires. Si tu veux, c'est des méthodes militaires qu'ils mettent en place. Mais c'est elle a été mise en battus. place dès 45. 45. T'as des battus. T'as des campagnes. T'as des gens qui sont poursuivis dans les forêts. Il y a des opérations militaires. Mais dès 45. 45. Oui. Donc bien c'est sûr. bien avant la rupture yougoslave aussi. Oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, c'est peut-être contre les collaborateurs. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais bon. Mais ça, si tu veux, c'est quand même une réalité qu'il faut considérer. Si tu veux, Goli Otok parle de la Yougoslavie. Moi, ma thèse fondamentale, c'est que Goli Otok est le paradigme, parle de la Yougoslavie qui va disparaître. Il met en place un système qui va s'effondrer, il va engendrer des contradictions qui ne seront jamais surmontées. En particulier, Goli Otok, comme je l'ai dit là, est fondé sur une espèce de système pervers, mais fondamentalement, qui met, disons, il y a une espèce de autogestion de la torture, des investigations. Les prisonniers s'entre-déchirent, s'entre-torturent. C'est incroyable. L'autogestion était déjà très à la mode. Oui, bien sûr. Ça c'est un des aspects fondamentaux de Goli Otok. Et c'est un désastre. Quand tu lis, par exemple, il y a, comment il s'appelait, Vlado Bobinac, qui est un des derniers survivants, qui parle de Goli Otok, il dit que c'est ça la chose fondamentale qui a rendu la vie, qui a détruit la vie impossible dans le camp, qui a détruit les gens. Hein. Donc c'est une dimension essentielle. Donc je dirais que si tu veux, Goli Otok, il y a la matérialité du camp sur lequel on ne sait pas grand-chose, hein, qu'on n'ose même pas envisager, hein, parce qu'il y a probablement des mystères assez conséquents qui sont derrière, mais il y a tout ce qui va avec, toute l'organisation, hein, dont je parle peut-être le premier, comme je l'ai dit dans l'introduction. Mon propos était, alors peut-être que là j'ai effectivement fait un hors-sujet. Mon propos c'était de discuter de l'environnement qui a donné naissance à Goli Otok. Hein, effectivement, Goli Otok dans son fonctionnement est très bien décrit par Kalafatic, qui raconte comment il a été arrêté, comment il a été torturé, comment il a été sollicité pour écrire des aveux, comment il a été sollicité pour dénoncer des gens, et bon, il raconte tout le fonctionnement de Goli Otok, et comment finalement des gens absolument, des vieux révolutionnaires qui ont combattu vaillamment partout, ont été amenés à s'effondrer. Hein, voilà. Communistes, donc combattants pendant différentes guerres, évidemment, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, et donc ça c'est décrit, décrit avec force détail par dans la lettre de Kalafatic. Ce que moi j'ai essayé, c'est d'entourer cette lettre de considération générale tendant à mettre Goli Otok à sa place, qui me semble négligée dans l'histoire de la Yougoslavie. Tellement négligé que tu es le premier à en parler. Mais je pense. Alors, cette lettre est adressée à Tito. Hein. Kalafatic. Alors, peut-être effectivement, il faut dire un mot des personnalités qui sont internées à Goli Otok.
Voilà. Alors, bon, effectivement, peut-être que j'ai des commentaires. Alors, il y a par exemple pratiquement tout le gouvernement monténégrin, au grand complet. Le gouvernement. Monténégrin, Oui, mais ici, de la République du Monténégro. Socialiste. Oui, bien sûr, communistes. Tous. Tous. Il y a la direction du Parti communiste du Monténégro, le fondateur du Parti communiste du Monténégro. Tout ça, ils sont tous. De toute façon, le Monténégro est la cible privilégiée. Il était accusé d'être stalinien, justement. Alors, oui, justement, alors, pourquoi le Monténégro ça, c'est une question difficile à considérer. Franchement, alors, il y a effectivement ce lien traditionnel du Monténégro à la Russie. Historique. Hein. Il y a Stepan Mali, comment dire, Ruski tsar, hein, le tsar russe qui vient régner au Monténégro. Il dit simplement, c'est un inconnu qui se présente devant l'Assemblée des Anciens au Monténégro et dit, voilà, je suis envoyé par le tsar pour prendre la direction du pays, du Monténégro. Et l'Assemblée l'applaudit et pendant, je sais pas, plusieurs années, il est le prince régnant du Monténégro. Donc il y a de longue date et un passé historique qui fait du Monténégro, disons, presque presque un département. Les Monténégrins pro-russes, donc staliniens, et hop, au trou. Voilà. Alors, après, il y a disons, comment dire, le contingent principal des internés de Golubatok est constitué des Serbes. C'est eux qui sont... alors, pourquoi? Là encore, des questions difficiles à se poser. Encore une fois, c'est peut-être à cause des relations avec les Russes. Maintenant, il y a aussi... Alors, si vous voulez, il y a un moment intéressant hein, dans cette histoire, c'est la création du Cominform. Hein, le 7 au 12 septembre 1947, à Szklarska Poręba. Il y a 7 ou 8 Szklarska Poręba dans la banlieue de Varsovie, c'est ça? Non, dans les montagnes sudètes, en fait. Oh là, c'est à la frontière tchèque. Ah d'accord, Szklarska Poręba. Bon. Du lieu de villégiature. Oui, c'est ça. Et alors, donc... Et alors, il y a les délégués de 8 partis communistes qui se réunissent pour constituer cet organe d'information des bureaux des partis communistes, donc pour, en quelque sorte, coordonner l'action des partis communistes pour faire front, finalement, commun aux Occidentaux qui s'organisent dans le faisceau guerre froide initiée par les États-Unis. Hein. Donc, c'est le Cominform. Ça, c'est le Cominform. Et alors, il y a le moment intéressant du Cominform, de la première réunion, c'est quand les délégués yougoslaves, Kardel et Gilas, attaquent, mais très violemment, le Parti communiste italien et le Parti communiste français. Ils les mettent en cause, mais durement. Cette diatribe, vraiment, passe presque inaperçue. Enfin, les Français sont mécontents, mais enfin, Jacques Duclos réagit quand même, Étienne Fajonon, mais sont seulement mécontents. Du côté italien, en revanche, la chose est très sérieuse. Très sérieuse, si tu veux. Ça induit une discussion, ça produit des difficultés. Ça ne reste pas une simple affaire comme ça, sans conséquence. Parce que à l'époque, la discussion, c'est la lutte armée. Hein. On se demande si on ne va pas passer à l'action. C'est ça, donc les Yougoslaves rentrent vraiment dans la... Je parle tout à l'heure, peut-être tout à l'heure. Les Yougoslaves rentrent vraiment dans le débat... Et donc, les conséquences pour le Parti communiste italien sont vraiment très importantes. Il y a les élections qui sont perdues l'année suivante. Togliatti est victime d'un attentat. C'est dur. Donc, les Yougoslaves, déjà, à Szklarska Poręba, montrent un peu, si tu veux, leur peu de considération qu'ils ont pour... disons, les principes internationalistes. Hein, parce que la solidarité internationale, pour eux, ne semble pas être parmi les préoccupations
importante. Hein. Ça, c'est un élément très important qui n'est pas toujours pris en compte. Alors après, l'histoire est plus ou moins connue, elle est documentée du Cominform. Hein. Ça va être, disons, le cadre dans lequel vont avoir lieu les discussions, les échanges. Mais tout ça, oui, alors, c'est... le Cominform, oui. Les conséquences, on va dire, Oui. on pourrait dire collatérales, comme on Oui. dit maintenant, Oui. qui vont aboutir à cette autre conséquence collatérale dramatique qui Oui. est Goliottok. C'est-à-dire comment on va avoir cet arrière-plan de conflit au sein du Cominform qui va être un des fondements. Ah bon, ah oui. Voilà. Ah, tu t'en vas. Bon. Un des fondements. Après, je laisserai la parole à Bruno, qui doit normalement être le candide, en fait bien informé, qui va peut-être te poser des questions là-dessus. Mais maintenant, on sait à peu près ce que ça a été que Goliottok. Qu'est-ce que ça a été que Goliottok? Le résultat de quel type de confrontation, avec quelles origines historiques et politiques? Ça a été dit sommairement. Pour le reste, il faudra entre autres lire le livre. Mais maintenant, comment on en arrive du coup à Goliottok? Tu nous as parlé des Monténégrins, des Serbes. Bien sûr, Tito était lui croate, mais il avait fait supposément l'Union yougoslave. Donc, tous ces gens qui vont se retrouver à Goliottok, comment ça va se terminer? Qu'est-ce qui va leur arriver? Comment ça va finir? Et comment ça va être soigneusement enterré? Vas-y. C'est très difficile. Tu sais, oui, non, mais tu sais, là, tu me poses des questions auxquelles, franchement, je ne saurais te répondre. Comment on a enterré Goliottok? Quand est-ce que ça s'est terminé? Attends, voilà, d'abord, ça s'est jamais terminé. Ça s'est terminé avec le démantèlement de la Yougoslavie. Goliottok, pratiquement, a fonctionné jusqu'au bout. Bon, là, donc, ça c'est... Si tu veux, il y avait les droits communs, mais des prisonniers politiques, il y en a eu dans les années 60, 70 encore. Il y a des gens qui revenaient des États-Unis, ils étaient arrêtés, ils étaient mis à Goliottok. Ça continuait. Mais ce n'était pas exactement les mêmes. C'était plus les staliniens. Voilà, c'était plus les communistes, c'était plutôt la dissidence pro-occidentale, libérale, démocratique qui allait à Goliottok. Mais bon, Goliottok a continué. Maintenant, si tu veux, le moment de terreur s'est installé, je dirais, ipso facto. Hein, ce moment, moi, je l'ai finalement vécu comme môme de, je sais pas, 4-5 ans. Hein. D'un seul coup, tu as... ça, c'est effectivement, je peux en parler presque comme témoin. Hein. D'un seul coup, tu as des gens qui disparaissent. Donc, à partir de 5 ans, tu découvres de manière indirecte le phénomène par le fait qu'il y a tout simplement des gens qui disparaissent de la circulation. Voilà. Des militants politiques. Le père d'un... si tu veux, moi j'étais dans la cour, on jouait du football, hein, comme en Serbie, tout le monde joue au football, donc moi je joue au football, et d'un seul coup j'apprends que le père de Tsiso, il est parti. Il n'est plus là. Le père de Micho non plus. T'as comme ça des gens qui disparaissent. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Mes parents qui sont en train de brûler des livres dans la cheminée. Bref, il y a toute une ambiance qui commence à se mettre en place, mais dans le silence. Rien n'est dit. C'est ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas, sauf qu'il y a des indications quand même qui affleurent. Hein. Par exemple, ma mère était française, son amie Camille a été arrêtée. Donc, on est allé à l'ambassade de France. Hein, donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Hein. Ensuite, on est allé devant les prisons. Donc, mais, et puis après, alors aussi, la chose, il y a des gens qui commençaient à déménager. Ça, c'est quelle année? 49, 50. Hein, les gens déménageaient. T'es jamais au même endroit. Donc, tous ces événements, avaient lieu sans que pour autant il y ait une explication, bien sûr, quelle qu'elle soit. Rien n'est... Alors, bien sûr, il y a aussi la chose, alors ça c'était choquant, hein, mais encore une fois, on ne comprenait rien. D'un seul coup, plus un seul soldat soviétique dans la rue, alors qu'il y en avait
Il y en avait tout plein. Et c'était sympa. Il faisait du patin à glace. Enfin bon, c'était une présence extrêmement bonhomme. D'un seul coup, plus un seul. Hein. Aussi, plus aucun. Alors, Belgrade était à l'époque, je dirais, un centre du monde. Hein. Il y avait des gens de partout. Il y avait beaucoup de républicains espagnols. Il y avait des Grecs. Il y avait beaucoup de Grecs. Il y avait un monde incroyable. Plus rien. D'un seul coup, on se retrouvait... Entre Yougoslaves. Donc ça, c'était la manifestation, mais toujours et encore, sans aucune indication sur une quelconque raison qui pourrait être à l'origine de cette situation. C'est comment la Voilà. première fois, justement, Oui. quelle est la première fois où tu entends parler de Goliotov? Alors oui, alors moi j'entends pas... Alors justement, tout à l'heure j'ai parlé des dédicataires, Dida de Maio, qui était un ami très proche de ma famille. Donc nous étions très très proches. Et effectivement, on a, au bout de je ne sais pas, donc il a disparu. Dida disparaît. Dida disparaît, il y a des... Non mais attends, faut voir les événements. Et c'est là que tu entends parler de Goliotov? Dida disparaît, mais attends, je vais te dire, disparaît, un soir, des gens sont venus le chercher, des civils. Des civils. Des civils viennent le chercher, rien, on sait rien. On sait rien pendant des mois. Et au bout de je ne sais combien de temps, finalement, il y a une lettre qui arrive de Bakar, ou je ne sais pas, la poste de Bakar, hein. Et il est quelque part, on n'a même pas, on savait, je crois qu'on n'a pas su au départ que c'était Goliotov. Il était en Adriatique quelque part. Et comme ça, progressivement, Dans un camp de vacances. et comme ça, progressivement, enfin, on a appris qu'il était à Goliotov. Mais ça a duré pendant très longtemps. Pendant très longtemment, d'ailleurs, Kalavacic le dit, les flics, quand ils l'arrêtent, lui disent « Mais on peut te faire disparaître, plus personne n'entendra jamais parler de toi. » Ça a été la réalité pour tous les gens que j'ai connus. Pendant un certain nombre de mois, on n'a plus entendu parler de eux. Et alors, attends, Et alors ça, mais je vais te dire un truc. ça Un va jour, être un enterré jour. ensuite. Pardon? Ensuite, Non, ça attends, va être attends, enterré. attends, parlons du départ, là, de ce moment où les gens disparaissent. À un moment donné, par un hasard incroyable, j'ai rencontré un journaliste sportif de Sport. C'était le grand magazine de... Oui, Ouais, voilà. l'équipe. Comme l'équipe, oui, belgradois de sport. Journaliste. Enfin, un type balèze, tout ça. Et je sais pas. Et à un moment donné, il nous raconte qu'un jour, comme ça, la nuit, il a été arrêté. Il a été par des civils. Il a été emmené dans la prison Glavniac à Belgrade. Battu pendant une semaine. Un truc infernal. Et au bout d'une semaine, la Houdbala se rend compte qu'ils se sont trompés. Oui, ils se sont trompés. C'était pas lui. C'était pas lui. Ils auraient dû arrêter le mec en dessous. Ils se sont trompés d'étage. Mais lui, il a subi le calvaire. Il a dit une semaine seulement. Quand tu penses que... Voilà. Donc, si tu veux, il y a ce moment Et il a été libéré sans rien. Il a été libéré. Et on lui a dit de ne rien Voilà. dire, j'imagine. Je ne sais pas. En tous les cas, ça a été, pour lui, ça a été un traumatisme. Enfin, bon, donc ça, c'est le moment, disons... C'est comment le tu commences à découvrir, voilà. Alors après, comme beaucoup d'autres alors Yougoslaves, après- Goliotov. si tu veux, après, je dirais, il y a le moment, alors peut-être Lisa, toi tu peux dire aussi des choses. Il y a le moment, oui, peut-être toi tu es un peu plus jeune. Mais si tu veux, non, mais il y a le moment où il y a la peur qui envahit le pays. Où tout le monde a peur. Si tu veux. Et là ça concerne finalement le pays dans son ensemble. Hein. Oui. Il y a, Non, mais le silence. Hein? Le silence. Voilà. Déjà Ça, que le oui. silence, il a commencé en 49 et il a duré jusqu'à, mais je sais pas, 83, 84. voilà. À ce point-là, Oui, oui. c'est-à-dire que moi, donc, j'ai un oncle qui est marqué 2 fois dans ce livre. Il s'appelle Marian Verbejar, que Dieu ait son âme.
parce que maintenant il n'est plus. Mais donc, c'était le plus proche frère de ma mère et nos maisons étaient collées. Donc, c'est pour dire la proximité. Et nous, tous les années, on allait avec tous les frères de ma mère et avec tous nos cousins en vacances sur cette corniche-là qui est au-dessus de l'Adriatique. Et nous, on ne savait pas qu'il est disparu pour, je ne sais pas, 6 ans. Il y a 6 ans de sa vie ont été enlevés. Et pourquoi il Personne, avait été... Pourquoi lui, est-ce qu'il sait pourquoi ou ah est-ce que si, vous savez après, pourquoi oui, bon, lui, il avait 17 ans, il était, après la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient tous stalinistes et tétistes à la fois. Ma grand-mère, qui, enfin, n'était pas spécialement rouge, mais elle se demandait, parce qu'elle était plutôt avec la Vierge, elle, mais elle se demandait s'il faut mettre à gauche Staline ou Tito, c'était ça la question, qui est le plus honorable. Donc, ils étaient égaux et c'était nos meilleurs amis, et du jour au lendemain, donc, les jeunes gens, il avait 17 ans à l'époque, ils allaient avec les torchères, là, vous voyez, faire des manifs en faveur du communisme international et de l'Union soviétique, dans l'espèce d'enthousiasme qu'ils n'avaient plus de voix quand ils revenaient de ces manifs. Et donc, du jour au lendemain, Staline, c'est un diable. Donc, pour toute personne moyennement honnête, il ne peut pas l'avaler. Alors, Mais donc, oui. moi, comment j'ai appris Oui. ça, je pense que c'est jusque-là peut-être le plus grand choc de ma vie. Donc nous, on vivait, moi née en 61, donc les années 60, on commençait à avoir des passeports, on allait chercher les affaires qui manquaient dans les magasins à Trieste, comme c'était à côté. Donc le bien-être matériel était certain, vraiment, tout le monde avait un salaire. Mes parents avaient une sublime maison, donc personne n'était vraiment malheureux matériellement. Et personne ne nous a prévenus qu'on vit dans un pays dangereux. C'est ça. Et en fait, quand Tito est mort et que ça commençait il y a plein de choses qui commençaient à sortir, il y avait une troupe de théâtre qui était vraiment extraordinaire, les KPB, Kazalište, Požarište, Gledalište, de Ljub Ristic, comment il s'appelait, Dušan Jovanović, tout ça. Enfin bref, c'est quelle année ça? Ça, c'était au début des années 80, après la mort de Tito. Après la mort de Tito. Et en fait, l'art pouvait sortir les choses secrètes plus facilement Commencer à parler. Oui, mais ça passait par l'art, ça passait un peu par les livres et beaucoup par le théâtre. Donc pour nous, le théâtre, c'était comme un temple. On allait chercher la vérité dans le théâtre. Et donc, il y avait le tombeau pour Boris Davidovich de Danilo Kish, et il y avait Missa in A minor, qui était... Missa in A minor, c'était un spectacle qui mettait en scène les goulags et donc aussi les goulags chez nous, tu vois, parce que c'était la même réalité. Et donc, ce pauvre oncle, avec sa femme, est allé voir ce théâtre parce que tout le monde disait que c'était formidable. Et il est revenu et au lieu de rentrer chez lui, il est arrivé chez nous, donc comme on était voisins, et il s'est effondré en larmes. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y a 6 ans qu'il lui manque dans sa vie. Que 6 ans, il n'en a jamais parlé de 6 ans, ni à sa femme, ni à ses enfants, ni à aucune famille, ni à personne. C'est-à-dire qu'en lui, il y avait un tombeau de marbre et de ça, on ne parlait pas. Alors, mais à ce moment-là, vous en avez parlé, et donc il vous a... Et encore, moi, Comment il interprétait le fait? Les raisons pour mais lesquelles il n'était pas du tout en état de... Les raisons pour lesquelles rien. lui avait été mis interné, et les circonstances dans lesquelles il a été libéré. Donc 6 ans après. Il n'en a pas parlé. Non, c'était un effondrement ponctuel. Il a été interné donc en 49. En 49 jusqu'au moins 50. 6 ans après, oui. 56. Ouais. Quelque chose comme ça, moi je ne sais pas, parce qu'en fait on n'en a plus reparlé. Après cet effondrement, il est rentré chez lui. Moi, ses cousins qui étaient mes meilleurs amis, avec qui je sortais, pas seulement, je veux dire, on était en bande ensemble, c'était pas juste les cousins, c'était aussi des amis. Je ne pouvais pas en parler. Dis-le. Je ne pouvais pas en parler. Oui. Donc c'est resté finalement... C'est resté couvert. Et lui, il n'en a jamais... Après, il y avait d'autres tantes qui ont dit à mes cousins que oui, en effet, il y a eu quelque chose. Mais on n'a jamais pu parler entre nous. Jamais.
Et moi, après, je suis partie parce que je me suis dit, ce pays, c'est dangereux pour la vie. Donc moi, c'est pas là que j'engendre mes enfants. Et donc j'ai pris mon premier train pour aller quelque part, c'était en France. Voilà. Alors là, on va revenir au point où nous avions laissé. Combien dans le livre 16 000 à peu près. Alors, attends, on va 16 000, revenir ouais. au point où on t'avait laissé. C'est-à-dire là, on commence à avoir une idée assez précise de qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été vécu, par qui et un peu pourquoi. C'est-à-dire, en gros, ceux qui étaient jugés trop staliniens, c'est-à-dire trop proches de la Russie, ont été internés par les autres, qui n'étaient pas tellement de cet avis-là. On ne va pas entrer dans plus de détails pour l'instant. Ils vont y rester 6 ans. Pour certains, enfin ça va durer un certain temps pour la plupart, mais même ceux qui y ont été vont rester absolument silencieux et une espèce d'omerta finalement consensuelle va se maintenir là-dessus au point qu'elle dure jusqu'à ton livre, hein, puisque c'est la première fois à titre personnel, je crois que pour la plupart des gens qui vont découvrir le livre ou voir cette vidéo, ils vont entendre parler de cette histoire. Donc maintenant, on évoquait malgré tout le bilan qu'on peut éventuellement faire de tout ça, à la fois les gens qui sont restés. Alors, on évoquait aussi le fait, là, c'est une question directe que je voulais te poser à propos du témoignage qu'on vient d'avoir. Donc, il y a des gens qui sont libérés en 56. Alors, en 56, ça évoque pas mal de choses. Oui, bien sûr. Peut-être que tu pourrais faire un commentaire là-dessus, d'ailleurs, Bruno. 1956, c'est la soi-disant réconciliation soviéto-yougoslave. Donc, Khrouchtchev et Tito redeviennent frères et amis, entre guillemets. Et voilà. Et donc, en fait, c'est un peu une amnistie, si je comprends bien, en Yougoslavie, comme d'ailleurs du côté soviétique. Alors, je ne sais pas si c'est une amnistie, mais enfin, visiblement, à la même moment, des gens sortent. Oui, il y a des gens qui sortent. Alors, je voudrais dire... Oui, bien sûr, oui. Alors, consécutif de 3 ans à la mort de Staline. Donc oui. Alors, alors que Khrouchtchev était un parfait stalinien jusque-là, même plus que parfait. Voilà. Alors si Staline était mort 3 ans plus tôt. Alors, attends, on ne va pas faire trop si tu veux, d'associations hasardeuses, mais bon, pour situer les choses historiquement, donc les choses, y compris à Goliotok, évoluent un petit peu à partir de 56, donc 3 ans après la mort de Staline et le début de la khrouchtchevisation qui va aboutir à ce qu'on sait. Alors, attends, il y a plusieurs choses qu'il faut dire maintenant. Déjà, si tu veux, au fur et à mesure du temps, ce qui se passe, c'est que les gens sont inculpés, arrêtés, confinés, parce qu'ils portent atteinte à l'image de la Yougoslavie, parce qu'ils sont, manquent de respect à l'égard du Tito. Hein. Par exemple, il y a énormément de gens qui vont en prison parce qu'ils disent des blagues sur le compte du maréchal. Hein. Il y a même un livre qui est sorti, Ljubice Bello. C'était une chanson extrêmement une chanson des partisans finalement, que les gens chantaient quand ils dansaient le kolo. Le kolo, c'est la danse collective qui ressemble un peu aux danses grecques, qui était dansée à toutes les occasions de réunions publiques. Donc il y avait une chanson qui s'appelait Ljubice Bello. C'est Ljubice, c'est belle. C'est Ljubice, oui. Alors la blague c'était, nous en Yougoslavie, on a gagné le concours mondial des Ljubičice parce qu'on en a élevé une de 100 kilos. C'était Tito. Donc, donc, il y a eu plusieurs personnes qui sont tapées des années de prison à cause de ça. Voilà. Donc, il y a la mise en place de la dictature puis de la tyrannie de Tito qui s'accompagne de cette répression qui concerne finalement plus du tout l'idéologie, mais qui concerne simplement des faits d'opinion, enfin si on peut pas appeler comme ça. Voilà. Et ça, il y en a beaucoup. Hein, ça devient progressivement, ça devient important. Alors, concernant les arrestations et les libérations, les choses sont assez subtiles. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de volant qui est maintenu, hein, en rapport avec l'évolution de la Yougoslavie. Hein. La Yougoslavie se rapproche, esquisse un rapprochement avec l'Union soviétique,
ça s'accompagne de la libération d'un certain nombre de prisonniers. Hop, en 58, on fait machine arrière, on rompt, enfin on durcit s'éloigne de l'URSS. Hop, il y a un nouveau contingent de prisonniers, il y a une rafle, hein, j'en parle. Parmi les anciens prisonniers, Voilà, parmi les nouveaux. anciens prisonniers, hop, il y a une rafle, et comme ça, si tu veux, le Goli-Otok, qui est une espèce comment dire, d'aiguillon, hein, qui indique, si tu veux, cette marche de la Yougoslavie, si tu veux, comme ça, sur la crête des relations entre l'Est et l'Ouest. Mais si cette conduite, agace, on le sait, les soviétiques, les dirigeants soviétiques qui réagissent assez fortement, elle agace aussi les Américains. Du côté américain, on est extrêmement, comment dire, critique. Et à très haut niveau. Hein. Il y a George Kennan qui est ambassadeur en Yougoslavie à cette époque-là, qui est qui veut, enfin vraiment, qui propose des sanctions. Hein. Et George Foster Dulles et Dwight Eisenhower s'y opposent fermement. Et Eisenhower dit, mais la Yougoslavie, c'est notre plus grande victoire de la guerre froide. Donc, si tu veux, c'est donc une fois pour toutes, hein, cette position intermédiaire qui après va être consacrée par la mise en œuvre du mouvement des non-alignés, tout ça, va donner à la Yougoslavie cette capacité, si tu veux, finalement quoi ? Finalement, la Yougoslavie sert à détourner, hein, tout ce mouvement de libération du tiers-monde et tout ça, du socialisme, du camp du socialisme. Hop, il empêche, et ça c'est très clair, parce qu'il y a un conflit avec Cuba, avec toute une tendance, disons, mettons de gauche dans ce mouvement, qui veut au contraire, si tu veux, que ces pays rejoignent le camp socialiste, si on peut l'appeler comme ça. Tito, non, s'y oppose. Et justement, à la conférence de Belgrade en 61, des non-alignés, où il y a la nouvelle administration américaine qui envoie alors tout le monde, c'est extraordinaire, t'as le secrétaire d'État, t'as tout le gros contingent de diplomates américains qui participent à la réunion des non-alignés. C'est extraordinaire. Si tu veux, en fait, si tu veux, je regrette de ne pas avoir vraiment pu développer tous mes trucs, mais quand tu alignes, si tu veux, les événements, les uns à la suite des autres, ça devient d'une logique extravagante. Tu es face, bon, j'ose pas dire complot, mais il y a un projet d'une cohérence qui est mené avec une constance, avec une rigueur qui est toujours maintenue, le cap est toujours maintenu, et si tu veux, au bout du compte, le résultat est là. Oui, si le tu veux, voilà. Et Goli-Otok est là, voilà. L'agent. Si tu veux, Goli-Otok est l'agent. D'abord, il est au départ. C'est l'instrument. Et au départ, il déclenche, et après, c'est l'instrument. Tout le long. C'est le symptôme et puis l'instrument. Voilà, des mouvements idéologiques que tu évoques. Il, si tu veux, il marque tous les Yougoslaves. Tous sont, comme il dit, si tu veux, tous sont marqués. Mais on a une idée assez claire de ce que ça a été. En quelque sorte, c'est un événement qui, quelque part, crédibilise Tito aux yeux des Occidentaux. Absolument. Absolument. Alors là, je vais passer la parole à Bruno, qui a peut-être toutes sortes d'autres questions à poser, mais là, tu me tends une perche, évidemment, et ça permet de mesurer l'importance de ton travail sur Goli-Otok, etc. C'est work in progress. Hein. Mais oui, bien sûr. Mais surtout, je voudrais rappeler que nous avons fait, il n'y a pas longtemps de ça, je crois 1 an et demi ou 2 ans, une soirée avec toi pour parler de la destruction de la Yougoslavie, et on a évoqué justement ce qui se passe après.
C'est-à-dire ce qui fait que de cette position tout à fait privilégiée, où la Yougoslavie est l'atout comme une espèce de pays charnière utilisé par l'atlantisme et l'impérialisme américain pour ce qui va devenir ensuite la stratégie du chaos, mais va être elle-même, la Yougoslavie, victime de cette même stratégie du chaos. Donc là-dessus, donc si je cite ça, c'est pour dire que bon, c'est pour pas refaire cette histoire de la suite, comment les choses vont se retourner complètement, et peut-être du coup la population des gens internés vont plus être les mêmes, ça va plus être les titistes finalement pro-occidentaux qui mettent dans leur propre goulag à eux les immondes staliniens. Non, là ça va être d'autres gens qui vont y aller, mais pour en revenir donc à Goliotok et le témoignage que tu apportes, la succession des événements qui t'ont amené à rédiger ce livre, j'invite, c'est peut-être pas là-dessus que tu voulais le... Oui, mais enfin, je te passe la parole, Bruno. Oui, alors, il y a justement ce que je viens de mentionner, là, cette première question, en fait, est-ce que les Américains savaient que Goliotok existait, et est-ce que d'une certaine façon, Goliotok n'était pas pour les Américains la preuve que, Tito avait vraiment rompu avec les Soviétiques, puisqu'il y avait en fait finalement du sang entre lui et les staliniens, et donc du coup il était vraiment passé à l'ouest, si je peux dire. Donc ça c'est un point c'est une question. La deuxième question que j'aurais, c'est parce que c'est souvent quelque chose dont on parle à l'Est, puisque quand il y a eu la rupture entre Belgrade et Moscou, il y a eu les fameuses chasses aux titistes dans les différents pays de l'Est. Et alors, les nationalistes ont utilisé l'argument, oui, c'est parce que les Yougoslaves ont voulu se libérer et les autres peuples de l'Est auraient voulu faire la même chose, c'est-à-dire éventuellement avoir un socialisme mais national. Donc ça, c'était une interprétation. Et puis, il y a une autre interprétation qui est qu'il y a toujours eu une contradiction dans le mouvement communiste à partir de la Seconde Guerre mondiale entre les résistants de l'intérieur et ceux qui étaient à Moscou. Et que ce soit dans le parti polonais, roumain, tchécoslovaque, voire français et italien, et par extension yougoslave et albanais plus tard, et que en fait on explique le schisme Yougoslavie-Union soviétique par le fait que les résistants de l'intérieur n'ont pas accepté ceux qui venaient de l'Union soviétique. Or, d'après ce que tu dis, la plupart de ceux qui en Yougoslavie ont été arrêtés étaient tout aussi des résistants de l'intérieur. Donc cette interprétation ne tient pas vraiment la route. Mais bon, j'aimerais quand même que tu le dises. Parce que c'est une interprétation qui est très très répandue. Sur la première question, j'ai pas vraiment d'indication. Si tu veux, je doute que les Américains n'aient pas été au courant, parce qu'ils avaient quand même un réseau de renseignement absolument colossal. Il faut savoir quand même que Bill Donovan, c'est le fondateur de la CIA, était en poste à Belgrade avant la guerre, et que en 1945, il y a tout un staff américain qui vient en Yougoslavie pour signer un contrat, un document pour coordonner les actions du renseignement yougoslave avec les renseignements américains. D'accord. Donc, c'est Vlatko Velebit qui est l'agent de ça. Vlatko Velebit dont les Russes vont dire que c'est un espion anglais. Je pense à juste titre, d'ailleurs. S'il y a une collaboration entre les services, je pense que les Américains devaient être au courant. Si tu veux, par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une délégation du Parti socialiste français qui s'est rendue en Yougoslavie et qui n'a rien vu. Qui n'a rien voulu voir. À quelle époque ? En 50. Si tu veux, en plein pour dans les camps. Pour approuver, en quelque sorte, pour approuver le titisme. On peut dire. Si tu veux, ils n'ont rien vu. Oui. Ils n'ont rien vu, mais enfin, les Yougoslaves les ont baladés, ils leur ont montré des brigades de travail, des chantiers, mais... tiens, salut. Mais donc,
Bon, Oui, enfin, voilà. on leur a montré ce qu'on les, leur a montré. les Anglais, je pense que les Anglais, alors là, franchement, je vois difficilement comment ils n'aient pas pu être informés de Goliotov. Ils étaient... Ce sont des En Yougoslavie, c'était à pied d'œuvre. spécialistes du ventre mou des Balkans, depuis Churchill. Et d'ailleurs, ils ont montré aux Grecs comment ils s'occupaient très sérieusement Voilà, des Balkans, en général. Donc, effectivement, je pense que Goliotov était un peu le moyen de montrer aux Occidentaux, qui étaient tout à fait informés, de l'état des rapports que la Yougoslavie avait avec l'Union soviétique. Maintenant, pour la deuxième question, effectivement, je ne crois pas que ce conflit soit expliqué par, cette opposition entre communistes de l'intérieur et de l'extérieur. Si tu veux, ceux à l'extérieur, il y en a finalement assez peu. Hein. Ils sont arrivés, en grande partie, ils ont été même mis à Goliotov, mais bon, ils étaient peu nombreux. Eux aussi sont allés à Goliotov, mais c'était pas le principal contingent. Ils étaient peu nombreux. Oui, peu c'est nombreux. Non, le gros des contingents, c'est effectivement les gens qui ont fait la guerre de résistance. Il y a énormément de récipiendaires de la décoration, la Partizanska Spomenica. Ils sont très nombreux à Goliotov. Ah oui, encore une autre question. Parce que dans ton livre, tu dis qu'il y a 75% des membres du Parti communiste qui ont été exclus. Alors, est-ce que ce chiffre... c'est un chiffre peut-être, si tu veux. Bon, oui. Si tu veux, alors les chiffres, c'est vraiment une question... difficile, quoi. Ah oui, ça, c'est sûr. Churchill disait que il ne croit aux statistiques que quand il les a lui-même falsifiées. Donc, je crois que c'est vraiment comme ça. Hein. Vlatko Velebit, dans son bouquin, indique que les victimes de la guerre en Yougoslavie sont d'environ 1 700 000. Oui. Or, Bogoljub Kočović a fait une étude démographique et il arrive au chiffre de 630 000. Donc il y a un facteur 3 pratiquement. Ensuite, Vlatko Velebit indique donne un certain nombre de chiffres concernant l'armée des partisans. Là encore, par exemple, au moment de la première année en 1941, Vlatko Velebit indique, je crois, 80 ou 100 000 partisans. Les récipiendaires de la Partizanska Spomenica, qui donc est attribuée aux combattants de 1941, est de 20 000. Hein. Alors il y en a eu, effectivement, il y a eu des morts, mais bon, les morts c'est 10%, donc il n'y en a pas 30 000. Il y a là encore un rapport de 1 à 4. Concernant alors le pourcentage d'exclus, peut-être que je me suis laissé emporter par des statistiques que j'ai moi-même falsifiées. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que le parti communiste s'est complètement rénové. Hein, il y a eu ce mouvement d'exclusion, d'incarcération, ensuite, et de nouvelle adhésion. Donc, Dragoslav Mihailović donne des chiffres. D'ailleurs, peut-être à un moment donné, je les mentionne. Mais bon, c'est vraiment... Au sortir de cette affaire du Cominform, en 1949, le parti est déjà totalement rénové. Il y a une infime base qui demeure. Hein. Alors, par ailleurs, les effectifs du Parti communiste, c'est un mystère. Un mystère, on ne sait pas. On dit toujours, au début de la guerre, ils sont 10 000. Il n'y a pas de... Et après, au sortir de la guerre, différents chiffres sont annoncés, mais paraît-il que c'est... la politique qui est quand même la politique de recrutement du parti est quand même extrêmement pointue. Le Parti communiste yougoslave est vraiment une organisation assez remarquable. C'est pas des... Ils sont très bons, quoi. Il y a d'abord dans les unités combattantes, il y a toujours des commissaires politiques. Là, partout, chaque unité, la brigade, le Cheta, c'est-à-dire le Cheta, c'est les 100, comment on dit, je sais pas, bataillon, en dessous du bataillon. Il
il y a une... Enfin bon, bref. Ou brigade. Non, la brigade, c'est Ah oui. la brigade, c'est 2000 hommes, le régiment, c'est 1000, le bataillon, c'est 200, et après, en dessous, tu as la compagnie, voilà. La compagnie, aussi. Donc, il y a un quadrillage politique extrêmement organisé, effectif. Mais alors, il est entre les mains, souvent, de la jeunesse communiste. Hein. C'est eux qui sont, disons, le fer de lance de cette organisation militaire, dont la base est paysanne. Ça, c'est effectivement là. C'est quelque chose qui s'est passé En Chine, et en Chine, et en Chine. Ah oui, non, mais c'est... Oui. Si tu veux... Avant la Oui, guerre, oui. quand on disait les jeunesse, s'ils ne fumaient pas, s'ils ne buvaient pas, il est bien à l'école, c'est communiste. C'était, à Belgrade, c'était ça. Non mais, alors attends, justement. Alors, ça c'est une histoire qui n'est pas, à mon avis, qui est intéressante. Hein. Je crois qu'effectivement, la guerre est un moment de, disons, politiquement, si tu veux, c'est des bolcheviks. Franchement, c'est des bolcheviks. Hein. C'est des bolcheviks tels que les conçoit Roger Payan. C'est vraiment, c'est les meilleurs étudiants, c'est les meilleurs. Ensuite, c'est là où les choses, ensuite, si vous voulez, il y a ce mouvement, alors qui, à mon avis, là aussi, est absolument pas documenté, mais qui est essentiel, c'est ce qui se passe à la Libération, c'est-à-dire ce mouvement d'appropriation des biens immobiliers par l'état-major suprême avec Tito à sa tête, et tous les autres. Du haut en bas de l'échelle est organisée une appropriation des biens, des villas, chacun a son petit morceau. Ensuite, il y a tout un système qui est organisé. Ça, c'est pas simplement ce moment initial. Après, il y a un système qui est mis en place. Démoralisation. Oui, attends, c'est un système, c'est-à-dire des magasins spéciaux pour les happy few. Et les voyages à l'étranger. Hein? Il y a Jenny Lebel qui a été internée à Gallout et qui raconte comment elle a été jalousée parce que justement en tant que journaliste à Politica, elle avait le moyen de voyager à l'étranger. Le voyage à l'étranger était quelque chose d'extrêmement convoité et donc discriminant d'une certaine façon. Du coup, il y a tout un mouvement qui se propage dans la société yougoslave qui est extrêmement néfaste. J'ajouterais encore un truc, peut-être qui est aussi peu connu, c'est que, et alors Dedier donne des indications là-dessus assez drôles, c'est que parmi les personnes favorisées, il y a les footballeurs. Les footballeurs. C'est extraordinaire. Tout de suite à la guerre, on favorise les footballeurs. Non mais attends, en 1945, les footballeurs sont des gens très importants. Ils représentent la nation. Oui, c'est ça. Rajko Mitic, Stefan Bobek, hein? Bon, on devrait en arriver à une conclusion. La conclusion, lisez le livre Goliath, Oui. donnez vos commentaires, vos témoignages, Naturellement. et puis, peut-être qu'on va faire mieux la prochaine fois. Émeric est venu, m'a proposé d'écrire une histoire de la Yougoslavie. Je sais pas si... On va prendre date. Oui, alors à ce moment-là, tu pourras nous resservir l'essentiel de ton introduction. Et puis, Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci d'abord à toi, Alain. Tu as été mis à rude épreuve, mais tu t'es bien sorti. Bon, allez. Bon, je vous amène.